Sur les pistes de l'aéroport Troyes-Champagne, le balai des camions et engins de chantier a commencé le 16 septembre. À mi-parcours, les travaux respectent le calendrier prévu. Ils ont achevé d'enlever tous les revêtements anciens. Ils ont fini de refaire les fondations sur la piste. Ils ont déjà mis le nouveau revêtement sur la piste. Il reste à finir les fondations sur certaines zones des parkings et à resurfacer le tout. Et ensuite, pour l'ensemble de la plateforme, il reste les peintures à faire. Si la réfection de la piste principale, longue de 1650 mètres et large de 30, est bien avancée, le trafic aérien est interrompu durant toute la durée des travaux. Ce chantier inclut également le renouvellement de l'enrobé, des parkings ainsi qu'une mise à jour des normes de signalisation. Donc on a le parking des aéroclubs. Nous avons également le parking général qui accueille l'ensemble des avions de passage. Et ensuite on a le parking 3 aviations, donc le parking de la maintenance aéronautique. Décaper tous les revêtements existants et de remettre un revêtement neuf pour repartir sur une plateforme aux normes européennes. Par exemple les marquages au sol, les panneaux qui vont changer, les zones sécurisées en amont et en aval de la piste qui sont à modifier pour permettre une sortie de piste par exemple d'un avion. Tout ça sera rénové ou mis aux normes. Et il est vrai que la piste était dans un état que je considérais en tant que non-technicien, mais pas bonne, puisque des avions d'équipes de foot, des commandants de bord refusaient d'atterrir à Barberet. Donc il était urgent de revoir tout ça. L'aéroport Troyes-en-Champagne enregistre près de 17 000 mouvements annuels avec une infrastructure adaptée pour des avions de 40 places maximum. Propriété d'un syndicat mixte regroupant le département, Troyes-Champagne Métropole et la Chambre de commerce et d'industrie, l'investissement s'élève à 2,4 millions d'euros hors taxes. Selon les propriétaires, il est indispensable pour maintenir l'activité économique autour de la piste. De pouvoir voyager à nos grands chefs d'entreprise, dirons-nous, et les élèves. Aujourd'hui, on a des commandants de bord sur Air France ou autres qui sont issus de ces écoles. Troyes Aviation qui entretient pour l'État et pour les services douaniers donc des avions. Il ne faut pas oublier la santé. Le SAMU est là régulièrement. Il y a aussi du transport de nuit pour des médicaments qui sont transportés au départ de Troyes pour des hôpitaux. Tout ce système-là qui nécessite que Troyes conserve et maintienne ce genre d'aéroport. Les travaux de réfection conçus pour garantir la durabilité de la piste sur les 30 prochaines années devraient être achevés d'ici le 14 octobre. À chaque coup de maillet, une page se tourne. Sur les hauteurs de Xonru-Longemer commence le démontage des 3 remontées mécaniques de Retournemer et du Collet. On est en train de démonter les fûts à la base pour pouvoir les prendre au manuscopique, démonter les remontées mécaniques. On est en train de rendre la nature à son rang. On est en train de démonter les pylônes de téléski. 24 ouvrages vont être recyclés et désamiantés. Inexploités depuis 2005 pour Retournemer et 2014 pour la fontaine Nicole, les sites sont à l'abandon et ont disparu des plans des pistes depuis 7 ans déjà. Il y avait 4 hectares de pilotis, c'était du pré il y a encore 30 ans. Et là maintenant nous avons du hêtre, des PCA, de l'érable, toutes les essences locales qui ont repoussé naturellement. Les téléskis implantés dans les années 60 desservaient 2 pistes rouges et une verte, 2 stations de proximité aménagées par des propriétaires privés puis repris par Jean-Marie Remy, exploitant de la Bressonnec et du col de la Chlourte. Il y a eu une période où il y avait un projet de relier le domaine de la Bresse avec le domaine de la Chlourte en passant justement par ce domaine du Collet Retournemer. Mais pour cela, il faudrait déboiser 10 hectares et traverser le cirque glaciaire des Feignes-Faury, une réserve biologique. Le projet est abandonné et l'enneigement aléatoire rend l'exploitation compliquée. Des petits sites un petit peu comme ça, dépendants, c'est quand même assez compliqué de les faire fonctionner. Il n'y avait pas d'infrastructure autour, il n'y avait même pas de toilettes, vous voyez bien, pas de parking. Donc à l'époque, ça suffisait largement. Maintenant, un petit site comme ça, on l'ouvrirait maintenant. Du jour au lendemain, on aurait une étoile sur Google. Démonter les friches touristiques est l'un des engagements du syndicat professionnel Domaine Skiable de France. Solidaires, des bénévoles de 8 stations du massif sont venus prêter main forte ce lundi matin avant de laisser place à une entreprise professionnelle pour finaliser le travail. Dans les Vosges, on a commencé il y a 3 ans avec le téléski de la base des Feignes à la Bresse, une ancienne station où il restait une gare motrice et quelques équipements. Donc on a commencé par là. L'année dernière, c'est les syndicats mixtes de la vallée de Fellerin là-bas qui ont démonté le Friends
le grand téléski du Felza là. Donc tous les ans, il y a quelques appareils comme ça qui sont démontés. Le Grand Valtin est aussi en cours de démantèlement. L'opération ici coûtera 25 000 € à l'entreprise La Belle Montagne. On estime qu'il reste 70 téléskis et télésièges obsolètes en France, répartis sur 41 sites, dont une dizaine sur le massif vosgien. Comme au sein d'une rédaction de journalistes, ces jeunes proposent des sujets pour leur futur journal. De l'écologie et l'environnement, notamment si Donald Trump est réélu. Vous envisagez Donald Trump, en fait, vous avez déjà écrit l'article dans votre tête. Et ici, alors qu'en fait, il ne faut pas déjà avoir écrit l'article dans votre tête. Ils sont encadrés par le rédacteur en chef et le directeur de Charlie Hebdo. Au milieu, la double centrale, qui peut être beaucoup de choses. Le plus souvent, c'est un reportage ou une enquête. C'est marrant comme tout, mais pour l'instant, c'est un peu trop... ça part dans tous les sens, c'est très fouillis, donc chaque lycée et chaque élève participant a ses envies auxquelles il tient. 10 ans après les attentats contre Charlie Hebdo, 14 élèves de la région Grand Est apprennent les codes de la presse satirique. Il faut trouver le bon angle qui coïncide, qui dira quelque chose d'intéressant au lecteur. Émouvant de voir que c'est d'abord toujours dans la mémoire collective, même de gens qui étaient jeunes à l'époque. C'est pas seulement la mémoire de l'événement, mais c'est de leur transmettre aussi le goût de faire un journal, le goût qu'on a de faire un journal satirique. Un moment de partage et de sérieux, résumé en un mot. Impressionnant, honnêtement je m'attendais pas à ce que ce soit d'une telle ampleur. D'apprendre à comment faire une caricature parce que je trouve que c'est vraiment un style de dessin intéressant et un peu compliqué à développer. On sent qu'ils sont très, très sages, on a envie de dire que c'est des esprits très puissants. C'est impressionnant aussi la protection policière. Tout ce qui s'est passé à cause de l'attentat, ça s'est pas arrêté à là et qu'on peut continuer justement dans cette liberté d'expression. La publication finale aura lieu le 7 janvier. Ce journal collaboratif sera distribué dans les lycées concernés. À la demande de la Fédération régionale des travaux publics et sous l'impulsion des entreprises auboises, le BTP-CFA a ouvert en 2020 une formation CAP constructeur de routes, la première du département. La seule formation travaux publics qui est dans la région se situait à Potéron dans les Ardennes, et l'ambition de BTP-CFA Grand Est était d'avoir des travaux publics dans tous les départements. Donc département de Chaumont, ça va se faire. Département de l'Aube, c'est maintenant fait. C'est la demande des entreprises qui a fait qu'on a ouvert la partie de travaux publics au CFA de Pont-Sainte-Marie. Avant, les jeunes qui allaient dans les travaux publics devaient aller dans les Ardennes. Et donc à 15-16 ans, c'est pas forcément très tentant d'aller si loin pour apprendre un métier. Donc ils ne se tournaient pas forcément vers les travaux publics. Aujourd'hui, c'est possible. 2 ans de travaux ont été nécessaires pour transformer d'anciens magasins d'usine accolés au centre de formation en plateau technique. Après avoir délocalisé les CAP BTP à Rosières-près-Troyes faute de place, ces nouveaux locaux représentent pour les apprentis un changement important. On va pouvoir former nos apprentis canalisateurs et constructeurs de routes sur le CFA, donc à l'intérieur de la région, pour répondre aux demandes des entreprises qui ont besoin de jeunes sur le terrain et qui ne trouvaient pas, puisque les jeunes sont très peu mobiles quand il s'agit de se déplacer à l'âge de 16 ans. Ça va beaucoup changer pour les apprentis, puisque maintenant ils sont tous sur place, ils ont du matériel et du vrai matériel pour travailler. Ce nouveau plateau technique comprend une zone extérieure de 1500 m² et un espace couvert de 300 m². Ces espaces vont permettre une meilleure formation. Jusque-là, on a travaillé sur un site qui n'était pas prévu pour nous. Là, on a vraiment une zone dédiée avec des matériaux dédiés qui nous permettent de travailler sur du long terme, donc sur des ouvrages qu'on peut garder d'une semaine sur l'autre. Surtout d'avoir une offre plus ample sur ce qu'on peut proposer aux apprentis. Ça prend de l'ampleur. Les entreprises sont là, il y a du travail. Si on avait autant d'apprentis que ce que nous demandent les entreprises, on en aurait 2 ou 3 fois plus des apprentis. Donc la difficulté, c'est de trouver les jeunes. Après avoir quadruplé son nombre d'apprentis, le CFA prévoit d'accueillir encore de nouveaux élèves, mais les métiers des travaux publics restent très demandés par les entreprises.
Pour la 3e fois, Andrew Green se rend sur la tombe de son père, au cimetière militaire américain de Saint-Avold. C'était il y a 80 ans, pourtant l'émotion le submerge toujours autant, même un peu plus cette fois-ci car ce fils de soldat est venu entouré de sa famille. Je ne veux pas que le nom de Andrew Candelaria soit oublié. Je veux que les gens connaissent son nom, que les gens parlent de cette histoire. C'est pourquoi je suis revenu et connaissant mon âge, c'est sûrement la dernière fois. Né en Alabama à Birmingham, Andrew n'a jamais connu son père. Il avait à peine 4 mois lorsque le sergent Candelaria tombe au combat, probablement à Pournoy-la-Chétive le 20 septembre 1944. Rivière la Seille qu'on voit ici. They arrive by the Seille, the river Seille, Là. that you can see here. Qui est juste 200 mètres plus bas. So 200 meters away from here. Donc les Américains ne sont pas arrivés à la Seille, mais à une centaine de mètres. Accompagné de 2 passionnés d'histoire et d'une traductrice, à 80 ans, Andrew revient pour la première fois sur le lieu d'exécution de son père. J'essaye d'apprendre le maximum de choses. L'homme que ma mère a épousé après que mon père a été tué était un très bon ami à lui. Il m'a aidé à le connaître. Si je ne parle pas de cette histoire, je ne sais pas qui le fera. You think it's not right? They come from here actually. Par le grand bois. The big wood, hein? Là, on a... Une journée riche en émotions qui permet de ne pas oublier que la grande histoire de la France est intimement liée à celle des États-Unis. Quart de tour.